On repart les amis, on repart avec Nordine Hachemi, le PDG de Kaufmann & Broad. Bonjour, Bonjour. Nordine, ravi de vous voir parler d'immobilier de temps en temps. Alors j'ai écrit Les virages de l'immobilier, espèce de titre passe-partout. Parce que la réalité, non, je voulais commencer avec ça. C'est que depuis, j'en sais rien, 3-6 mois à peu près, là, depuis que le bâtiment est reparti, quoi, voilà. J'entends sans arrêt, il faut une nouvelle politique du logement. Mais il y a 2 ans, il fallait une nouvelle politique du logement. Il y a 5 ans, il fallait une nouvelle... Il faut toujours une nouvelle politique du logement, Nordine. Alors moi, je ne demande pas une nouvelle politique du logement. Si. Ah, mais si, je vous ai entendu dire il faut une nouvelle politique du logement. Il faut relancer la production de logements, ça c'est certain. Et il y a une organisation autour du logement qui est à revoir. Aujourd'hui... Donc ça s'appelle une nouvelle politique du logement quand même. Oui, on peut dire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un grand changement sur les besoins en logement. Les besoins en logement, ils sont alimentés par des facteurs fondamentaux, c'est la démographie. Exactement. On a besoin de se loger, et en gros, la structure des logements, on a beau raconter ce qu'on veut, est à peu près la même. On peut jouer sur les surfaces, l'utilisation, la vie sociale qui évolue un peu. On a toujours un peu plus de 2 enfants par femme et on a un retard de combien 500 000, 1 million, enfin les chiffres varient, mais plusieurs centaines de milliers de logements. Par an. Non, c'est du retard. En gros, c'est quoi? Pour une cohorte démographique, c'est 700 000 jeunes gamins. Voilà, c'est assez simple. Donc, en imaginant qu'il y en a quand même un certain nombre qui se marient, heureusement, entre eux, vous vous retrouvez quand même sur 300-400 000 logements à faire tous les ans. Voilà, on a à peu près 250 000 logements nouveaux tous les ans. Voilà. Pour accompagner les évolutions démographiques, vieillissement de la population, croissance démographique, évolution sociale, c'est-à-dire des cohabitations, etc. Plus le retard qu'on a en stock sur la qualité des logements, l'abbé Pierre estime à 5 millions de mal logés. 5 millions. Et donc, entre les flux et le stock en retard, on arrive à un besoin d'environ 400 000 logements. Ce serait intéressant de faire une étude rationnelle une fois pour toutes pour qu'au moins il n'y ait plus de débat politique sur la quantité de logements dont on a besoin. Bon, je pense qu'elle existe quelque part, cette étude. Mais elle existe, mais enfin, on entend encore des stupidités du style il y a 5 millions de logements inoccupés, donc il n'y a pas besoin d'en construire. Alors, on ne sait pas d'où sort ce chiffre. C'est une chronique sur une radio il n'y a pas très longtemps. Il faut arrêter d'écouter tout de suite. Voilà, qu'on ne citera pas. Mais voilà, on a décrété, pour justifier l'inaction sur la construction de logements, on arrive toujours à trouver des justifications à droite à gauche qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas alimentées. Donc, c'est là où je disais au début, il n'y a rien de nouveau dans le besoin de la mise en place d'une politique de logement. Les besoins sont fondamentalement là. Par contre, aujourd'hui, la manière dont on l'adresse, ça ne fonctionne pas. On a un ministère du logement qui n'a pas de pouvoir sur la production de logements en tant que tel. Mais qui n'en a jamais eu. Qu'on n'a jamais eu et qui fait des règlements pour s'occuper. Bon, ce chiffre de... vous êtes dans le métier, Nordine. Ce chiffre de... Alors, 400 000 logements par an, etc. On va dire, allez, 350, 400, 450. Je crois que l'objectif de Hollande, c'était 500 000 logements par an, exact. Je crois. Dans votre carrière, vous l'avez vu combien de fois? Il y a eu combien d'années à 400 000 logements sur les 20 dernières années? 2, 3 années? Un peu plus, 3 ans. Oui, on a eu entre 2015 et en réservation. Alors, en construction, ça fait 3 ans, oui. Et aujourd'hui, on est à nouveau sur un blocage où on mélange tout, on s'appuie sur la crise sanitaire, alors qu'il n'y a pas un grand rapport. Mais qui est on? En fait, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois, on n'arrive pas à identifier le nœud. Moi, à un moment, et ça aussi, je vous ai entendu, c'était très intéressant, parce qu'à un moment, j'avais été convaincu, je ne sais plus par qui, que c'était les élus locaux le problème. Et qu'en gros, grande cause nationale, pendant, j'en sais rien, 5 ans, c'est les préfets qui délivrent les permis de construire, personne ne bouge, boum, on construit, plan Marshall, et on voit où on en est. Et vous dites très justement, c'est impossible, Nordine, de faire ça. Moi, j'y crois pas. À la fin, déjà, quand le maire soutient le projet, on a des recours. D'accord ? Ça veut dire que le maire qui connaît sa population, qui connaît ses habitants, qui a été élu par cette même population, a du mal à faire accepter des projets. Maintenant, imaginez, c'est un projet qu'on fait contre le maire et contre la population. Vous croyez que ça va se faire comment? On ne va pas envoyer des chars d'assaut pour construire des logements. À la fin, ça veut dire les CRS autour du chantier, quoi. Oui, mais ça n'existe pas, ce monde-là. Je comprends. Donc, ça doit se faire avec les maires. Il faut plutôt essayer de comprendre. Et là aussi, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de nouveau. Quelle est la problématique des maires? Alors, aujourd'hui, ils ont un nouveau problème, les maires. C'est que
Ils voient bien l'arrivée de nouvelles populations quand ils construisent des logements. Jusqu'à présent, ils avaient la taxe d'habitation pour financer les besoins générés par cet afflux de population. Là, il n'y a plus la taxe d'habitation. Il y a une promesse de compenser. Alors, mais quand on compense, on regarde dans le rétroviseur, on ne regarde pas dans le futur. On ne compense pas en anticipant. Alors, on a rajouté des choses en disant on va donner des subventions aux maires bâtisseurs. Mais vu de la fenêtre des maires, ce n'est pas une subvention, ce n'est pas une carotte, c'est simplement pour couvrir des besoins. Mais oui. Et quand l'État est pauvre, la promesse de l'État de compenser, vous mettez-vous à la place des maires, ils doutent. Hein, c'est facile de promettre quand on n'a rien. Enfin, là, c'est super intéressant, cette histoire de taxe d'habitation. J'avoue, j'ai entendu des économistes... Tiens, Christian Saint-Etienne, par exemple, vraiment économiste antifiscal. Il ne voudra pas que j'en parle comme ça, mais enfin bon, quand même. Disant, mais enfin, on a supprimé le seul impôt, en fait, qui soit à peu près rationnel et dont on sache exactement à quoi il sert. C'est-à-dire, vous payez la taxe d'habitation, ça veut dire qu'il y a un gars qui va venir ramasser la poubelle exactement. Sur le trottoir. Voilà, enfin, et des choses comme ça. Et des services de proximité où on voit immédiatement où va l'argent, pour quel service en échange. Et d'ailleurs, vous pouvez discuter avec vos amis entre vous. On fait la différence d'une ville à l'autre. Il y a des villes qui offrent énormément de services, qui ont des taxes élevées, et puis on décide de choisir une ville aussi en fonction de ce niveau de taxe. Donc c'est un système de fiscalité démocratique qui fonctionne très bien. Qui était, oui, assez... Là, l'équation est un peu cassée. Bon, ok, mais c'est ça juste depuis, c'est combien de temps? 2 ans qu'elle est supprimée, la taxe d'habitation. Il y a 5 ans, l'équation était cassée aussi, c'était pas à cause de la taxe d'habitation. Oui. On trouve toujours une... Donc c'est là où je reviens à la question de départ. On en a parlé ici avec Alain Dinin, on a fait 35 minutes d'interview, à la fin, j'avais toujours pas de réponse. C'est-à-dire, c'est quoi le facteur déclencheur qui va pouvoir faire qu'à un moment, on va construire suffisamment de logements pour loger nos gamins? Moi, je vais vous dire déjà le facteur déclencheur qui fait qu'on a un gros coup de frein sur le logement par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, les réticences qui existaient, la taxe d'habitation supprimée, qui était un facteur accélérateur. Et puis, il y a eu cette crise sanitaire où, d'un seul coup, on a parlé, je vous entendais en discuter juste avant, d'un monde d'avant, d'un monde d'après, et puis tout change. Et puis, et on a surinterprété, à mon sens, en tout cas, surinterprété les événements. Et on a décidé que, finalement, pour traiter les événements, il ne fallait plus densifier les villes. Mais en même temps, on a aussi décidé qu'il ne fallait plus d'étalement urbain. Ça, c'est les 2 grandes conclusions pour ce qui nous concerne qu'on a tirées. Donc, on va tous télétravailler, c'est bien, on va expliquer aux jeunes, demain, qu'il n'y a plus besoin de bureau parce qu'on va télétravailler. Mais on va leur expliquer aussi qu'il n'y a plus besoin de logement parce qu'on a décidé qu'il ne fallait pas densifier. Puis on va leur dire qu'il n'y a pas besoin de logement à la campagne non plus parce qu'on a décidé qu'il ne fallait pas d'étalement urbain. Qu'est-ce qu'on est en train de promettre à cette génération? Plus de bureaux, vous travaillez chez vous, mais il n'y a plus de chez vous parce qu'on ne veut plus construire. Ça, c'est les conclusions à la hâte qui ont été tirées de cette crise sanitaire pour ce qui nous concerne. Donc on voit bien que tout ça, ça ne peut pas durer. Vous n'allez pas expliquer à cette jeune génération qui est en train de payer une grosse facture sur cette crise sanitaire qu'en plus, quand ils vont rentrer dans le monde du travail, ce sera chez eux, un chez eux qui n'existe pas et que nous refuse de construire aujourd'hui sur des arguments pas construits. C'est le cas de le dire. Exactement, oui, sans faire de mauvais jeu de mots. Non, mais... C'est pas rassurant, ce que vous nous dites là. Si, parce que ça peut pas durer. Alors, il y a les élections qui s'enchaînent. Le temps de l'immobilier, il est long. Il est lent. C'est-à-dire, toutes les hésitations d'aujourd'hui, on les paye pendant 3 ans. C'est ça, à peu près, la naissance d'un projet. Oui, au moins 3 ans. Et puis c'est des crises profondes. Moi, je suis intimement convaincu que la crise des Gilets jaunes, c'est d'abord une crise du logement. Il y avait un article dans The Economist qui démontrait que la crise d'Hong Kong était avant tout une crise du logement. Là, c'est exacerbé. Alors, c'est ça, en fait, le truc. On va payer la facture, c'est sûr. Mais ceux qui décident aujourd'hui ne pensent pas payer la facture demain parce que, justement, on est dans le temps long. Mais ça, c'est un point, en fait, parce que, assez régulièrement, mais pourquoi est-ce que les politiques ne parlent pas plus de logement? Et que vous regardez les sondages, et le logement, il vient après la sécurité. Sauf que la sécurité, elle est liée au logement. Après, les problèmes d'emploi. Sauf que les problèmes d'emploi, ils sont liés au logement. Après, l'éducation. Sauf que l'éducation, voilà, c'est ça. Et en fait, on ne fait pas le lien pour en faire une espèce de grande cause nationale. Parce que vous n'avez rien à gagner à construire un logement maintenant. Les effets de la construction du logement se verront, les effets négatifs se voient tout de suite, et les effets positifs se voient à très long terme. Alors ça, c'est l'autre point. Donc, on a un peu cette difficulté. Bon, comment on fait alors?
Je pense on continue à se voir tous les 6 mois et à dire il faut une nouvelle politique du logement. Je pense qu'à un moment donné, la pression va être telle qu'on va finir par les construire à la hâte. Mais ça va se faire parce que le mouvement, la population n'a pas diminué en France. J'ai même entendu récemment, vous voyez bien, il ne faut plus construire de logements, la natalité baisse. Vous voyez le degré de raisonnement qu'il y a derrière. C'est-à-dire les bébés d'aujourd'hui, c'est pas pour eux qu'on construit des logements. Bien sûr. C'est pour ceux qui sont nés il y a 10 ou 20 ans en pleine croissance démographique. Un dernier point, parce que ça aussi, ça en rajoute. L'ensemble des injonctions environnementales, forcément, ça fait des logements plus chers. Forcément, ça se répercute dans les prix. On peut pas suivre. À court terme, oui. À long terme, ça s'ajustera, parce qu'il y a des variables d'ajustement. Qu'est-ce que vous appelez long terme, Nordine ? C'est une question de quelques années. Toutes les normes précédentes ont été absorbées. Les coûts ont été absorbés. D'accord. Donc, ça va être absorbé notamment par une meilleure productivité en intégrant les nouvelles normes. C'est-à-dire les entreprises s'adaptent. Et puis, il y a aussi le prix du terrain qui va s'ajuster en fonction des coûts. Puisque le prix du logement n'est pas déterminé par ses coûts, il est déterminé par le pouvoir d'achat des clients. Et son pouvoir d'achat, c'est un mélange de ses revenus et des taux d'intérêt. Les revenus, ils ne vont pas partir à la hausse, sauf s'il y a beaucoup d'inflation. Mais s'il y a de l'inflation, il y aura de l'inflation sur les coûts. Et puis les taux d'intérêt, on peut espérer qu'ils vont rester assez bas assez longtemps. C'est important ce que vous venez de dire, parce qu'il est déterminé par le pouvoir d'achat des clients. Et ce qui veut dire qu'il faut absolument que les banques tiennent. Parce qu'à un moment, c'est tellement important d'être bien logé que, justement, vous pouvez faire des folies. Et vous pouvez commencer à emprunter au-dessus de ce qui est raisonnable en fonction de votre pouvoir d'achat. Oui, mais on entend assez régulièrement quand même, des promoteurs d'ailleurs, dire « Ah, les banques sont trop sévères. Ah, il faut assouplir un peu les critères. Ah, 33%, c'est peut-être un peu dur. » Écoutez, pour le moment... À la marge, sans doute, mais... Peut-être, exactement. Pour le moment, ce système a permis d'éviter des grandes crises que d'autres pays ont connues. Exactement. Je pense qu'en plus, elles ont relâché un peu la pression. Je pense qu'il faut être peut-être un peu plus positif et mieux accompagner les primo-accédants, mais c'est avec alors pour le coup, des mesures fiscales dont je ne suis pas fan en général, mais orientées sur la primo-accession, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, notre système quand même permet d'éviter la spéculation et ça, c'est très bien. Un tout dernier point de ce que vous voyez, justement, alors monde d'après, je ne sais pas, la revanche des villes moyennes, l'appel de la campagne, des grandes migrations de population qui changeraient la face de l'aménagement du territoire. Vous voyez quelque chose dans votre activité, dans ce qu'on vous demande aujourd'hui, Nordine? Sauf que pour moi, ce n'est pas le monde d'après. Nous, on a décidé il y a déjà plusieurs années, on en avait parlé, vous ne vous rappelez pas, c'est normal, de s'implanter sur les villes de taille moyenne. Ouais. Parce que c'est un mouvement. La crise sanitaire a accéléré des tendances, c'est mon point de vue, mais elle n'en a pas nécessairement révélé des nouvelles. Et donc ce mouvement vers les villes moyennes, il est permis par l'arrivée d'Internet, par le fait qu'on peut faire beaucoup de choses en ligne sans avoir besoin de la totalité des services sur place, par le fait qu'on a une qualité de vie, une qualité d'infrastructure de transport qui est au rendez-vous pour beaucoup de villes. Il y a les villes, ce qu'on appelle les villes cathédrales, Reims, Chartres, etc. Et donc c'est une tendance qui continue et qui est plutôt intéressante parce qu'on redynamise des villes très très intéressantes. Et qui s'accélère alors. Qui s'accélère. Ouais, qui s'accélère. Nordine Hachemi, le PDG de Kaufmann & Broad, était notre invité sur Bismart.